Donc voilà, le schéma il est comme suit. D'abord, on va présenter un peu ce qu'on fait, qui on est, pour comprendre un peu mieux comment est notre interaction, comment est notre rapport sur le monde d'Amazon. Présenter un peu le cloud computing. Donc c'est un peu l'idée de parler des services que propose AWS, mais pas que. Le cloud ne se restreint pas à AWS, il y a d'autres providers. L'idée c'est de voir un peu ça de façon générale, de faire un zoom sur Amazon et après de voir le framework qui est appelé le Well Architected Framework d'AWS. Et c'est ce qui permet de donner les guidelines, de donner un peu les bonnes pratiques pour l'utilisation du cloud. Après, on va faire. Donc, en fait, qui on est Zen Networks, on est éditeur de logiciels et aussi intégrateur, mais également on est partenaire officiel de AWS au Maroc. Donc, on utilise largement leurs services pour ce qui est de data analytics, pour ce qui est du déploiement DevOps, etc. Donc, c'est des choses qu'on fait énormément sur AWS et on arrive à offrir de la valeur à nos clients rapidement grâce à ça. Voilà. Donc, parmi nos partenaires, on retrouve des solutions de data, de monitoring d'applicatifs, et on retrouve également AWS comme principal partenaire. Donc voilà, parmi les sujets où on est le plus actif, c'est l'analyse de données. Et pour faire le parallèle justement avec AWS qui nous intéresse, euh, aujourd'hui, pour monter une architecture qui peut traiter des téraoctets ou là, des centaines de téraoctets de données, cela coûterait extrêmement cher on-prem si on le fait nous-mêmes dans notre propre infrastructure. Et si on utilise également des solutions de type Big Data, Hadoop, etc., c'est des solutions qui sont assez complexes à gérer également. Si on fait le parallèle avec Amazon, Amazon, ils ont des services de stockage là-dessus. En les utilisant, on arrive à faire de la compression à 80%, à 90%, voire même plus, la volumétrie, sur le stockage. Mais également, on n'a pas du tout besoin de rentrer dans ces détails de gestion de clusters Hadoop, etc. Donc, au final, l'avantage principal d'un service cloud, quel qu'il soit, c'est vraiment qu'on se focalise sur notre métier. On arrête de penser à l'infrastructure sous-jacente, on arrête à penser à qu'est-ce qu'on va déployer et comment, et on réfléchit plutôt comment nous, on va l'utiliser pour notre métier, pour créer de la valeur pour nos clients. Donc, c'est vraiment ça le principal apport du cloud. Donc, il y a plusieurs types de cloud qu'on peut prendre. Donc, le plus classique, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le infrastructure as a service. Alors, l'infrastructure as a service, c'est tout simplement une infrastructure qu'on achète. C'est le fameux Rani Wahd server في le cloud. J'ai un serveur quelque part, Dropboxen ou ailleurs. Donc là, il y a énormément de fournisseurs qui arrivent à donner ce type de service parce qu'il est simple. C'est au lieu de créer une machine virtuelle chez soi sur VMware ou autre, là, on parle plutôt de la prendre sur un cloud provider, quel qu'il soit. Donc, l'évolution serait de dire, OK, moi, je ne veux pas un serveur classique et gérer ma propre base de données au-dessus, parce que gérer ma base de données, c'est complexe. La base de données peut tomber, je ne suis pas un database administrator. Et du coup, l'approche suivante, c'est de dire, OK, moi, je vais prendre plateforme as a service. Et ça va être une plateforme qui est, par exemple, une base de données chez le cloud provider. Je vais la prendre telle qu'elle est. Si je veux qu'elle soit redondée, au cas où une tombe, la deuxième reprend la charge, etc. Donc, une scalabilité qui est forte. Si je veux faire ça, eh bien, je n'ai qu'à cliquer quelquefois et choisir ce type d'architecture. Je n'ai pas à me soucier de la réplication de données, des choses bien plus complexes dans les bases de données. Le dernier modèle que la majorité des gens connaissent, en fait, c'est le SaaS. Donc, le SaaS, c'est le Software as a Service. C'est par exemple votre iCloud. C'est souvent, je suis sûr que pas mal d'entre vous ont leur propre application ou ont une idée d'application qu'ils veulent mettre en SaaS. Donc ça vient se plugger au-dessus. Et la différence avec le reste, c'est que dans le SaaS, vous ne donnez pas de visibilité sur ce qui est sous-jacent. Vous avez une application qui peut être utilisée, c'est tout. Est-ce que ça utilise une base de données de type X ou Y? Le client ne le sait pas et n'a pas vocation à le savoir.
Alors, Amazon, comment il rentre dans tout ça? Alors, Amazon a évolué d'abord, AWS, il a évolué des besoins retail d'Amazon. Donc, Amazon en tant que retailer, a vu qu'ils avaient beaucoup de besoins en termes d'infrastructure et ont fait en sorte de grandir autour de ça, de formaliser ça. Et comme ça, ils pouvaient le fournir à leurs propres clients. Et au départ, on avait un ensemble de services qui était assez restreint, donc le serveur type, la base de données type, etc. Aujourd'hui, on est sur plus de 200 services, avec des services dédiés à l'analyse de données, des services dédiés à l'Internet des objets et d'autres à l'intelligence artificielle, par exemple. Donc là-dessus, c'est vraiment prendre les services qu'on veut, savoir faire les bons choix, c'est assez difficile. Donc, on a quand même une large panoplie de services. C'est là-dessus, nous, en tant qu'intégrateur et en tant que partenaire, on intervient. Mais également, Amazon peut aider d'eux-mêmes. Ils peuvent fournir une sorte de framework, une sorte d'aide à la décision pour savoir quel service prendre et est-ce qu'on est bien optimal dans notre approche. Donc, si on veut catégoriser, il y a les outils de gestion, par exemple, tout ce qui est audit, sécurité, etc. Donc, la gestion de rôle et des choses comme ça. Il y a la partie base de données, avec les bases de données SQL, NoSQL. Donc, toutes les bases de données classiques qu'on peut retrouver là sur Amazon, ainsi que des bases de données rien que sur ce service-là. Pour le stockage, il y a le fameux stockage, par exemple, en S3, qui est le stockage objet. Donc, c'est un stockage qui est assez optimal, on le verra par la suite, en termes de coût. Il y a ainsi que d'autres services qui existent un peu autour, comme l'apprentissage automatique et des choses un peu plus évoluées. Donc voilà, ça c'est une vue sur quelques services. Donc si je prends le premier qui est le CloudFormation en vert à gauche. Alors si je prends ce service-là, c'est un service qui est très intéressant dont on va parler par la suite, qui est un service de infrastructure as a code. C'est un paradigme où on dit OK, moi au lieu de déployer mon serveur sous la forme de clics ici et là, et après j'ai besoin de faire grandir ce serveur, donc je me connecte à l'interface et je fais grandir ça. Et je suis pas tout seul à un moment. À un moment, j'ai d'autres collaborateurs, d'autres personnes qui vont m'aider à déployer. Eh bien, je me retrouve avec des décisions de déploiement qui changent et qui ne sont pas tracées au fil de l'eau. Le CloudFormation, il permet d'éviter ça et de formaliser l'infrastructure, toute votre infrastructure, sous la forme d'un code. Et du coup, si vous avez besoin de redéployer votre infrastructure totalement pour faire du disaster recovery en cas d'incident majeur, vous pouvez juste réutiliser votre code qui définit votre infrastructure et c'est bon. Donc après, il y a aussi d'autres services type Amazon EMR, Pipeline et Kinesis. Donc c'est des services d'analytics qu'on retrouve. Donc c'est pratiquement pour les plateformes dites event-driven, etc. Alors, là-dessus, il y a un élément que je vois intéressant à mentionner, qui est le mode serverless, qui peut réduire énormément les coûts lorsqu'on veut faire du déploiement sur le cloud. Typiquement, si on veut déployer un serveur web, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de l'application elle-même, on a besoin du serveur où on veut mettre cette application, et on a besoin de la base de données avec. Donc, plusieurs éléments qui sont un peu complexes et coûteux à gérer. Le mode serverless avec les AWS Lambda ici, c'est des services qui sont serverless sans serveur sous-jacent pour le client. C'est-à-dire, j'ai un code, je ne connais que ce code-là, je le donne à Amazon et il le démarre dans le serveur qu'ils veulent. Je n'ai pas de serveur à gérer, je ne loue pas de serveur. Donc, qu'est-ce que je paye au final? Je paye le nombre de requêtes, je paye combien d'appels j'ai sur mon service. Donc, pour débuter, pour commencer, c'est très intéressant parce que ça veut dire que je peux avoir un serveur web sur la partie serveur, non pas base de données, qui n'a pas dont je ne loue pas de serveur. S'il n'est pas utilisé, je ne paye rien. S'il est utilisé, eh bien, je paye le service associé. Et donc, j'ai un coût qui est directement lié à l'utilisation. Et en plus de ça, on a aussi le free tier
Donc, si on a moins d'un million de requêtes, par exemple, ou autre, par mois, eh bien, c'est gratuit. C'est au-delà de ça où on paye. Donc, au final, on peut déployer. On a vu des cas, par exemple, où des serveurs tout entiers étaient sur, par exemple, 50 dirhams, 5 dollars américains. On avait plusieurs lambda avec plusieurs services comme ça, où il n'y avait pas de serveur dédié, mais il y avait que ce mode-là serverless. Donc après, on a aussi d'autres services. C'est pas la peine de rentrer dans le détail de chacun d'eux. Euh, voilà, ça c'est la partie serverless. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est ce cas d'usage. On a un client qui est assez grand quand même, qui travaille dans la finance et qui a pu économiser jusqu'à 94% de sa charge associée ce compute, à ce calcul-là, en utilisant le mode serverless. Donc en utilisant ces fonctions-là, sans mettre de serveur, les fonctions lambda, eh bien on a pu gagner énormément en termes de coûts. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Well Architected Framework. Donc, on a vu qu'il y a certains paradigmes qui sont intéressants. Il y a certains services aussi qui offrent beaucoup de valeur, mais c'est assez difficile à gérer. Du coup, Amazon a défini pour ses clients le Well Architected Framework, qui est un moyen de valider notre architecture. J'ai un déploiement sur AWS, je vais valider est-ce que j'ai fait de bons choix ou est-ce que mes choix ils sont pas pertinents en termes de coût ou en termes d'excellence opérationnelle. Mon serveur il est pas stable par exemple. Il y a les piliers tout d'abord. Donc il y a un certain nombre de piliers que je dois respecter. Donc c'est les principes de base. Après, à partir de ces piliers-là, j'ai des principes qui en découlent. Par exemple, j'ai le principe de l'excellence opérationnelle et à partir de là, j'ai j'ai le pilier, pardon, de l'excellence opérationnelle et à partir de là, j'ai certains principes qui vont en découler, qui vont détailler cette approche-là. Et afin de valider mon architecture, mes choix par rapport à ce pilier-là, est-ce que je suis dans l'excellence opérationnelle? Est-ce que je suis dans une bonne optimisation des coûts? Eh bien, j'ai des questions que je valide, auxquelles je dois répondre pour être sûr que je suis conforme ou pas conforme. Et ça, c'est une approche qui est très intéressante parce que c'est contre-intuitif, parce que Amazon, en fait, nous pousse, même moi, en tant que partenaire d'Amazon, je suis rémunéré si mon client utilise moins de services d'Amazon. Donc, si mon client utilise le Well Architected Framework et il arrive à réduire ses coûts, Amazon me rémunère. Donc, c'est contre-intuitif, mais on se refocalise sur l'offre de valeur. C'est-à-dire que, au final, on veut vraiment créer de la valeur avec le client et offrir plus de gains à partir du même argent dépensé. Donc ça, c'est les piliers. Le premier, c'est l'excellence opérationnelle. C'est est-ce que mon application, elle est stable? Est-ce qu'elle ne tombe pas? Est-ce qu'elle est bien configurée, etc. La sécurité, donc ça c'est très important d'un point de vue, surtout que dernièrement, rien qu'au Maroc, on a de plus en plus d'attaques qui nous ciblent. Donc être conforme d'un point de vue sécurité, c'est primordial. La fiabilité également, l'efficacité et l'optimisation des coûts qui est l'un des volets les plus importants. Donc, les principes de l'excellence opérationnelle, c'est, première chose, effectuer les opérations sous forme de code. La console, elle est là, elle est bien, elle est utile, mais si je me mets à chaque fois sur la console pour prendre des actions, et je ne suis pas seul, les actions vont se perdre. Donc, c'est dont on parlait tout à l'heure avec le Cloud Formation, qui permet de formaliser sous forme de code, avec du versionning, avec du changement et tout, de la gestion de changement, toute l'infrastructure. Et également, bien sûr, la documentation, des principes de l'agilité qu'on retrouve. Donc, faire beaucoup de petits changements afin que ces changements-là puissent être fiables et réversibles. Chaque changement je dois savoir comment revenir en arrière si j'ai besoin. Et si je fais plusieurs changements, le changement devient anodin. Je n'ai plus peur de faire un changement. C'est pas comme si j'ai une release une fois par an. Mon code, je le maîtrise, j'arrive à le changer quasiment quotidiennement pour les principes de DevOps. Il y a également l'amélioration des procédures opérationnelles.
Anticiper les défaillances. Donc ça, c'est avec du monitoring principalement. Donc c'est la remontée des métriques de performance et ainsi que apprendre des défaillances opérationnelles. Donc ça, c'est tout simplement la knowledge base. C'est si on a des problèmes qui sont récurrents, eh bien je dois faire en sorte de les enregistrer, de les connaître pour la prochaine fois. Pour la partie sécurité, on va pas trop s'attarder dessus, mais les principes de la sécurité quand même, ils sont connus et primordiaux. Donc là, il y a la partie identitaire. Donc il y a par exemple le service IAM d'Amazon qui permet de gérer ça. Donc c'est la gestion de droits, gestion de rôles, etc. La partie traçabilité. Donc n'importe quelle action doit être tracée. Je dois savoir qui a fait quoi et quand. Appliquer la sécurité aux différents niveaux. Donc, c'est bien d'avoir, par exemple, une gestion de droits efficace, mais mon application, je l'ai même pas mis en HTTPS. Donc, là, non, faut un certificat, faut bien gérer les choses. La protection des données. Donc, là, la notion de données en transit et en repos. Donc, la base de données, elle contient les données, mais on peut la chiffrer avec une clé qui nous est propre. Comme ça, on est sûr que la base de données, personne ne peut y accéder à part nous. Et lorsque la donnée sort de la base, eh bien, elle sort d'une façon sécurisée. Donc, alors, pour ce qui est de la fiabilité, il y a toute la partie disaster recovery. Il faut être capable de scaler horizontalement. Et ça, c'est un principe qui est très intéressant sur Amazon, c'est l'autoscaling. Donc, je peux avoir, pour un service donné, je peux avoir 3 serveurs qui font le même job. Et si j'ai une augmentation de charge, en utilisant correctement le service d'Amazon, je peux monter automatiquement mon 4e serveur. Et si j'ai une baisse de charge, je peux l'arrêter. Donc là, ça permet d'avoir une certaine agilité. Ça s'appelle une élasticité de la plateforme. C'est important parce que à l'époque, si on voulait ajouter un nouveau serveur, eh bien, il fallait acheter le serveur, fallait le mettre dans le data center, il fallait des mois pratiquement pour démarrer un nouveau serveur. Là, on parle de quelques minutes. Si on prend un exemple de la SNCF en France, par exemple sur les vacances de fin d'année, ils créent des instances sur Amazon juste pour le pic de minuit. Après, ils les éteignent. Donc, en termes de coût, c'est extrêmement bénéfique parce qu'ils ne trimballent pas une architecture qui est lourde durant toute l'année juste pour 1 ou 2 jours. Donc, c'est très optimal. Donc, là-dessus, là, c'est l'utilisation oui, de l'efficacité et de la performance. Donc, il y a certaines notions intéressantes comme la sympathie mécanique, c'est-à-dire admettre que toute chose a une limite et faire en sorte qu'on est favorable à cette limite-là. Je sais que mon application, par exemple, même à 70% de CPU, ça commence à être limite. Donc, je ne vais pas attendre d'arriver à un état critique pour prendre une action, je peux le faire avant. Donc, cette sympathie-là qui est très importante. L'expérimentation, ça permet de réduire, d'améliorer l'efficacité et la fiabilité. Également l'utilisation des architectures sans serveur, ça permet de s'affranchir totalement de la gestion de soi-même, de son propre serveur. Et donc on se retrouve sur une meilleure fiabilité et une meilleure performance de l'architecture. Alors, dernier point, et, sur la partie l'optimisation des coûts. Donc là, il faut effectivement avoir un modèle de dépense. Donc là-dessus, on a certains principes de base où Amazon nous aide. Par exemple, on a une sorte de projection. Dès le 3, à peu près le 3 ou le 4 du mois, Amazon nous prévient. Il y a un forecast. Si vous continuez sur votre billing comme ça, d'ici la fin du mois, vous allez dépenser tant. Donc comme ça, on a une idée sur les dépenses qui nous attendent à la fin du mois et on peut prévenir et améliorer notre architecture avant. Il faut aussi analyser et attribuer les dépenses. Donc là, c'est important. On a des notions de tag, des notions de service pour dire ce service-là, c'est lui qui me consomme le plus et il est lié à une application donnée. Et je peux donner un coût à une application en mettant des tags sur toute l'infrastructure associée à l'application. Et là, ça permet énormément de fiabiliser les dépenses associées. Donc,
Merci. Donc, les principes de conception, au final, on part à partir de ça pour aller sur des principes qui sont spécifiques à des piliers. Avec potentiellement, on a aussi la notion de lens ou de lentille. Par exemple, on a une application e-commerce, on a une application IoT. Eh bien, on a certaines questions, certaines spécificités à ce domaine-là, et du coup, on a certaines questions qui nous permettent de valider notre architecture par rapport à ça. Donc voilà. Là, c'est aussi certains principes généraux par rapport au design, à la conception de votre solution. C'est ne pas prévenir vos besoins en termes de capacité. Donc là, effectivement, il faut être fiable sur notre calcul de capacité. Donc il y a une panoplie de métriques et une panoplie d'approches qui sont fiables pour ça. Les systèmes, il faut mettre des essais au niveau de la production. Donc là, on a un cas qui est très connu, qui est le cas de Netflix, par exemple, avec les Chaos Monkey. Donc Netflix, aujourd'hui, ils ont des services qui ont pour seule tâche arrêter la production sans que le client ne s'en rende compte. Donc, ils ont des services qui cassent la production en partie et le client ne doit pas le sentir. Et là, ça permet de fiabiliser l'architecture en faisant des essais sur la production elle-même. Donc, c'est un niveau qui a assez évolué sur cette approche-là. Donc là, c'est le principe des questions du Well Architected Framework. Donc, au final, ça commence par ça. On a le pilier. Le pilier, c'est la gestion de défaillance. La question, c'est comment notre système résiste à une défaillance de composants. Et après, on a un ensemble de questions et de bonnes pratiques qui nous permettent de voir cela. Donc, par exemple, si on prend juste une bonne pratique au hasard, la supervision est effectuée à tous les niveaux, par exemple, pour détecter la charge de travail et les défaillances. Donc là, c'est important. Comment est-ce qu'on peut être fiable et éviter les défaillances si on n'a pas de la supervision, si on ne voit pas ce qu'on a. Donc là, c'est un principe de base afin de fiabiliser notre architecture. Donc, le Well Architected Framework, il permet vraiment d'avoir cette vue-là. Et on a également Amazon qui rémunère carrément et assiste ses clients là-dessus. Donc, on a eu par exemple des clients qui ont fait des workshops avec Amazon gratuitement où les solutions architectes d'AWS s'assoient avec le client et discutent avec eux. Voici le Well Architected Framework. Voilà comment l'effectuer. Voilà comment optimiser vos coûts et les réduire. Donc là, c'est les différentes approches. Donc le client, il peut faire du self-service. Il va directement sur le Well Architected Framework d'Amazon et il l'utilise. Donc vous n'avez pas du tout une obligation de payer quoi que ce soit pour le Well Architected Framework. Amazon vous incite à l'utiliser, c'est gratuit. Et ça vous permettra d'utiliser de bonnes pratiques. Sinon, vous pouvez faire intervenir un partenaire. Donc, si vous n'avez pas nécessairement la connaissance du métier ou autre, vous pouvez faire intervenir le partenaire pour aider là-dessus. Ou sinon, vous pouvez faire intervenir le Solutions Architect d'Amazon qui lui aussi peut vous guider. Donc, c'est vraiment une approche selon le besoin du client. Donc, voilà. Notamment, voilà, si on a un certain contrôle et une certaine compétence en interne, on peut aller sur le self-service. Si il n'y a pas de ressources en interne, on a besoin d'un partenaire qui a une meilleure connaissance, on peut aller chez un partenaire. Pour les workloads critiques, notamment des architectures qui sont très critiques comme dans le secteur bancaire ou la santé ou autre, eh bien à ce moment-là, il faut faire intervenir le Solutions Architect d'Amazon directement, peut-être en collaboration avec le partenaire, mais certainement en utilisant Amazon directement. Donc là, c'est le principe de fiabilité. Quelle est la fiabilité au sens du Well Architected Framework? C'est tout simplement récupérer automatiquement de la défaillance. La défaillance, elle existe, elle est là. L'idée, c'est de pouvoir récupérer automatiquement là-dessus.
il faut faire des tests, du coup, tester les procédures de récupération. Donc, si vous faites des backups, c'est bien. Si vous ne les testez pas, c'est comme si vous n'en faites pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, l'idée derrière, c'est que si vous avez des backups et des procédures de récupération, il faut les tester, il faut les valider. Donc, après, là, on retrouve également le fait d'arrêter le fait d'utiliser l'autoscaling et d'arrêter de deviner la capacité de notre architecture, de notre solution. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'optimisation des coûts, là, c'est un volet qui est assez important et qui peut nous servir quelle que soit notre taille. Donc, pour optimiser les coûts, la première chose, au lieu d'essayer de réduire, de ne pas prendre un service, voilà, d'enlever quelque chose de notre solution, la première chose, c'est d'ajuster la taille. D'ajuster la taille. Ça s'appelle le right sizing. C'est de prendre la taille adaptée à chaque service. Par exemple, on peut avoir une idée au départ, on va dire, OK, mon application, elle va cartonner. J'ai besoin d'un serveur qui est assez grand et qui coûte très cher. Eh bien, ça peut être faux. L'idée derrière, c'est de vérifier ça, d'avoir des métriques, de vérifier ça et de dire, OK, eh bien, mon application, elle a besoin plutôt de cette taille-là. Elle a été surdimensionnée initialement. Et là, je réduis mes coûts. Augmenter l'élasticité. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, être sur 4 serveurs, si on a un pic de charge, on augmente. En étant là-dessus, eh bien, ça veut dire on peut admettre d'être sur 4 serveurs. Potentiellement diminuer à 3. Et si on a une métrique qui est associée à l'élasticité, eh bien, on peut augmenter notre charge au fur et à mesure selon le besoin et la réduire automatiquement. Donc, choisir le bon modèle de tarification également. On peut économiser jusqu'à, par exemple, 40% de notre charge sur Amazon si on utilise le modèle de saving plan, si on prend un saving plan. Donc, il y a également l'optimisation du tiers de stockage. Il y a des stockages qui coûtent moins cher que d'autres. Donc, il faut savoir quel est le stockage le plus adapté et l'utiliser. Et également, il y a toujours la notion d'amélioration continue, ce qui est vrai et bon aujourd'hui, peut ne pas l'être d'ici un mois ou d'ici un an. Donc, c'est de l'amélioration continue. Alors, au final, Amazon offre une grande variété de services pour scaler efficacement et à coût maîtrisé. Scaler efficacement, comment on a vu ça? C'est l'autoscaling, c'est l'élasticité, c'est le serverless. On peut mettre notre code, on ne sait pas combien il y a de serveurs, on ne veut pas savoir. S'il y a une augmentation de charge, Amazon gère ça automatiquement. Le coût maîtrisé, eh bien, le Well Architected Framework, il permet de faire ça. Il permet de vérifier, de s'assurer que les coûts ils sont bons. Et également, nous avons aussi l'aide des Solutions Architects d'Amazon qui peuvent intervenir gratuitement, bien sûr, afin de nous aider à mieux faire évoluer notre infrastructure, à avoir des coûts qui sont mieux maîtrisés. Donc, au final, comprendre, mettre en œuvre et superviser pour atteindre les objectifs, c'est primordial. Et pour ça, il faut voir ce qu'on a, il faut avoir de l'observabilité, il faut avoir du monitoring et de la data pour optimiser correctement. Merci pour votre attention et je vous écoute si vous avez des questions. Merci. ونسولك دابا كتخدم السيرفيس ديال امازون مش خدمت بالسيرفيس ديال مايكروسوفت ازور ولا جوجل كلاود شنو لافونتاج اللي عند امازون بارابور لي زوتر سيرفيس D'accord. Alors effectivement, tu تخدم اي سيرفيس اللي هو المك ما ينطبليش انك تكون في AWS. Les Kane, c'est que GCP صراحة il n'est pas aussi bien que les autres اللي جيتي تشوف. خديتي غير la partie IoT. Il y avait beaucoup de clients qui utilisaient la partie IoT ديال GCP et GCP ils ont décidé d'abandonner ça. Donc الناس اللي كان عندهم des solutions internet des objets في الاخر في GCP ما عندهم والو دابا. Ils sont obligés d'aller sur des solutions open source ou autres. بالنسبة لأزور effectivement, il peut être intéressant dans certains cas, surtout il y a une grande prédisposition le monde de Microsoft. Et là, ça peut être pertinent. Les cas, c'est que Amazon quand même, il a juste le Gartner maintenant qui dit qu'on est les leaders le domaine de cloud ou là, peut-être quand même que AWS soit le plus riche, il y a le plus de services ou le mieux noté. Mais bin Azure et AWS, le choix au final a des que je pense.
Salam alaikum Faisal, merci pour cette présentation, c'était assez complet. Ma question c'est pour Zen Networks, quels sont vos clients et est-ce que vous avez des clients entreprises dans le domaine de l'e-commerce et comment ils utilisent vos solutions AWS dans leur quotidien? Voilà, merci. Merci. Alors, les clients d'IANA, on travaille principalement à l'étranger. Donc, les clients d'IANA, on trouve des opérateurs télécoms, mais également des opérateurs de l'industrie. Donc, on a des clients de l'industrie. Le domaine de retail, on a effectivement des clients qui utilisent des services de sécurité d'IANA. Après, pour ce qui est d'Amazon ou AWS, bien on utilise le plus AWS ou le fait le plus de valeur, c'est qu'on a pu monter une architecture d'analyse de données en temps réel. On appelle ça une event-driven platform. On a pu la monter assez rapidement et à des coûts qui sont assez bien maîtrisés. لأن justement maintenant هضرنا على le stockage et choisir le bon stockage. ما احتاجيناش par exemple نفكروا في هادوب ولا نفكروا في des choses complexes ونحلوا le client فيهم. Le client qui a du stockage orienté objet, c'est Smithou S3 pour le cas de l'Amazon, qui a avec une certaine adaptation et au final, qui cherche beaucoup de valeur et assez rapidement. Super. Faisal, mesdames et messieurs, des applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur et le founder de Zen Networks. Vous nous avez présenté comment scaler efficacement AWS. Donc, c'était vraiment pertinent. Je vous remercie encore une fois.